le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur du musée Tchernouski, situé au 7 avenue Velasquez à Paris. Éric Lefebvre est le commissaire d'une très belle et très intéressante exposition intitulée « Retour d'Asie, Henri Tchernouski, un collectionneur au temps du japonisme ». Cette exposition nous invite à suivre le voyageur et collectionneur Henri Tchernouski dans ce qui a été l'un des grands projets de sa vie. Découvrir l'Asie qu'il aborde en 1871, acquérir notamment au Japon et en Chine des œuvres majeures représentatives des arts asiatiques et enfin faire construire au 7 avenue Velasquez un somptueux hôtel particulier pour en faire l'un des tout premiers musées d'art asiatique. Éric Lefebvre, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Il y a 150 ans, un monsieur d'origine italienne et français d'adoption, homme de finance, Henri Tchernouski, revenait d'un voyage en Asie qu'il avait commencé en 1871. Comment ce voyage a-t-il commencé et où a-t-il emmené ce monsieur ? Ce voyage d'Henri Tchernouski, il commence dans des circonstances assez particulière, oui. Peut-être même un peu dramatique, puisque Henri Tchernouski est un homme qui, toute sa vie, a été vraiment pris dans les événements du siècle, avec ce 19e siècle des révolutions. Oui, il s'est impliqué au surplus. Il était un homme vraiment, il était habité par les idéaux républicains. Il les a d'abord défendus dans sa jeunesse en Italie, et puis ensuite en France. Et donc, pour vous donner un exemple, il a demandé à devenir français au moment où la Troisième République a été proclamée. Mmh. Donc, il y avait chez lui cette forme d'engagement, mais évidemment, en 1870, au lendemain des événements dramatiques de la Commune, il a envie de prendre le large. Oui. Et voilà. Et du coup, ça va être le point de départ d'un tour du monde, et dont le véritable but est en fait l'Asie. L'Asie. Et il a fait de ce voyage quelque chose de très complet, au sens où le périple qu'il a fait est grand et audacieux en même temps. Le périple qu'il a fait, il s'inscrit vraiment dans son époque. Oui, il faut voir que 1871-1873, c'est-à-dire le moment où se passe le voyage, c'est exactement le moment où Jules Verne publie Le Tour du monde en 80 jours. Il va même d'ailleurs le publier pendant que Tchernouski est en train de faire le voyage. Et donc Tchernouski, effectivement, il est, comme les hommes de ce temps, fasciné par la révolution industrielle qui permet de faire un grand voyage grâce à la vapeur autour du monde d'une manière beaucoup plus rapide qu'auparavant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tchernouski ne recherche pas la performance. Il ne recherche pas la vitesse pour la vitesse. Il va utiliser ses moyens de locomotion moderne pour gagner l'Asie le plus vite possible, pour gagner le Japon en particulier. Et une fois qu'il va arriver en Asie, il va au contraire essayer de ralentir. Donc il va utiliser d'autres moyens de locomotion très variés, depuis la chaise à porteur jusqu'au char à bœuf, en passant par toutes sortes de navires de toute taille. Oui, et puis il entre dans des lieux où il n'était pas forcément aisé ni usuel d'entrer aussi. Tout à fait. C'est un moment finalement qu'on a presque déjà un petit peu oublié, celui où le monde était beaucoup moins ouvert qu'aujourd'hui. Il ne suffisait pas de faire une demande de visa pour accéder à un pays, en particulier à ces pays d'Asie qui avaient été fermés pour certains, comme le Japon, pendant plusieurs centaines d'années. Donc effectivement, cela aiguisait d'autant plus la curiosité des voyageurs. Et Tchernouski va effectivement appliquer sa volonté pour pénétrer le Japon de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester seulement dans les ports comme Yokohama, où se trouvent beaucoup d'étrangers qui sont là pour faire des affaires. Lui, il veut vraiment pénétrer l'intérieur du Japon pour mieux le connaître, et donc il va obtenir les laissez-passer qui lui permettent de visiter notamment Kyoto, évidemment, un site tout à fait capital pour qui veut connaître le Japon. Oui, on en reparlera plus tard. En Chine, par exemple, il est aussi allé très, très loin en direction des hauts plateaux mongols, ce qui aussi, pour l'époque, est assez exceptionnel. Oui, c'est sûr que aujourd'hui, évidemment, la facilité des transports, aussi bien pour accéder sur la façade maritime que dans l'intérieur de la Chine, rend difficile d'imaginer la complexité de pouvoir gagner l'intérieur de la Chine. Et effectivement, Tchernouski va s'en donner les moyens, puisque depuis Pékin, il va aller en direction de la Grande Muraille, et puis, ce qui est beaucoup plus rare,
au-delà de la Grande Muraille pour justement toucher du doigt cette diversité culturelle chinoise avec les influences mongoles et de l'Asie centrale qui sont très sensibles dans cette partie du pays. Alors lui et son compagnon de voyage, Théodore Duret, dont nous n'avons pas parlé, mais qui était à ses côtés, ils visitent bien d'autres pays en Asie, mais c'est du Japon et de la Chine qu'ils rapportent l'essentiel des pièces qui constituent le fond de leur collection. Ces pièces, ce sont des œuvres monumentales ou de petite taille, en bronze, de nature religieuse. Effectivement, ce voyage, il est mémorable pour nous puisqu'il a été à l'occasion d'une des collections qui est parmi les plus extraordinaires constituées en Europe pour ce qui est de l'art asiatique. Et effectivement, vous avez mentionné Théodore Duret, c'est un nom qui est très important puisqu'il est le principal témoin de la constitution de la collection de Tchernouski, et pas n'importe quel témoin puisqu'il est lui-même l'un des plus grands critiques d'art de cette période, très proche des impressionnistes. Et donc il va relater comment Tchernouski va avoir une première révélation en arrivant au Japon, à savoir qu'il remarque l'importance du métal, en particulier du bronze, dans cette culture matérielle japonaise. Et puis très vite, il se rend compte que jusqu'à présent, cela est passé inaperçu de tous les amateurs et de tous les collectionneurs européens. Donc ça va être le point de départ de son épopée, ensuite qui va finalement constituer à terme 5000 objets. Beaucoup de bronze, mais pas seulement des bronzes, puisqu'il y aura aussi beaucoup de céramique, des peintures, des lacs, des objets à la fois gigantesques, comme le Bouddha de Meguro dont on reparlera peut-être, et des objets aussi qui sont minuscules, c'est ce qu'on essaye de montrer dans notre exposition, justement du plus grand au plus petit. Ce sont exactement ces œuvres que le public peut découvrir en visitant l'exposition. Certaines, oui. Oui, parce que il faut comprendre que bien sûr le musée Tchernouski porte toujours le nom de son fondateur, mais à l'occasion de cette exposition Retour d'Asie, nous célébrons vraiment cet anniversaire en montrant des œuvres qui sont intégralement en réserve d'ordinaire, et donc elles sont d'une certaine manière inconnues à découvrir, à redécouvrir, et aussi à redécouvrir en prenant avec un point de vue particulier, qui est celui de Tchernouski, en se remettant justement dans la perspective du voyage, dans la perspective de la découverte, en essayant d'avoir un regard neuf, puisque effectivement Tchernouski et ses contemporains découvraient ces objets pour la première fois. Et dans quelles circonstances et comment achetaient-ils les œuvres sur place ? Peut-être selon quels critères, et puis peut-être à qui ? Alors, Tchernouski a effectivement la chance au Japon, puis en Chine, de se trouver en face de marchés de l'art qui sont des marchés de l'art qui ont une longue histoire, qui sont dans leur pleine maturité. Donc effectivement, Théodore Duret décrit comment il y a toutes sortes de marchands d'art spécialisés à Tokyo, depuis le libraire chez qui il trouve les fameuses estampes japonaises qui les passionnent comme tous les autres intellectuels et artistes de la période japoniste. Et puis il y a aussi, comme le dit Duret, il y a aussi les antiquaires qui ont des vénérables objets chinois, anciens, et donc il y a toute une hiérarchie, toute une typologie de marchands, et ça sera exactement la même chose qu'ils vont retrouver à Pékin, et donc il peut dire que les deux hommes peuvent vraiment s'en donner à cœur joie. Il faut imaginer que pour pouvoir collectionner plusieurs milliers d'objets dans un voyage qui ne dure que 16 mois, il faut effectivement faire de la collection quelque chose, une activité volontaire. Donc effectivement, il faut imaginer chaque jour Tchernouski qui se rend chez ces marchands, et évidemment de l'autre côté, il faut imaginer des professionnels de l'art qui identifient ce collectionneur étranger avec des idératas très particuliers, très intéressés par les bronzes, y compris de grande taille, et ce sont eux aussi qui vont guider Tchernouski vers les objets, puisqu'il faut imaginer aussi quelque chose de très difficile pour nous, puisque nous avons l'équivalent de plusieurs encyclopédies dans nos poches grâce à nos téléphones portables. Il faut imaginer que Tchernouski, lui, il n'avait pas un seul ouvrage en langue occidentale à sa disposition qui soit sur l'art japonais ou sur l'art chinois. Donc il devait faire confiance à ses yeux, à son goût, et aussi miser sur les échanges qu'il avait avec les professionnels de l'art et les amateurs qu'il pouvait rencontrer au Japon et en Chine.
aussi avec cette note particulière qui est que tout le monde connaissait la valeur des objets, en fait. Il n'y a pas d'idée de pillage ou de prise d'intérêt sur ces objets. Effectivement, on peut dire que, mis à part sa méconnaissance de la langue, Tchernouski peut effectivement échanger comme il le ferait chez un galeriste ou un antiquaire en France ou en Europe. On est entre professionnels, en fait, voilà. déjà à l'époque. Et d'ailleurs, c'est ce qui frappe aussi Théodore Duret, qui le décrit assez longuement. Il dit on sent qu'on a affaire à des personnes qui connaissent la valeur de chaque objet. Et à ce moment-là, on sent poindre une tentation qui va devenir un parti pris chez Tchernouski, c'est de se dire, pour réaliser une collection de qualité, il faut que je collectionne à la manière dont collectionnerait un Japonais, dont collectionnerait un Chinois. Et donc, c'est particulièrement sensible pendant l'étape chinoise, peut-être parce qu'ils sont déjà depuis plusieurs mois en Asie. Et donc, ils commencent à acheter non seulement des objets, mais aussi à réunir une documentation, tous les livres en chinois, les grands catalogues, pour pouvoir essayer de mieux comprendre les objets qu'ils ont sous les yeux. Les deux voyageurs rentrent à Paris en 1873. Tout de suite, l'envie pour Henri Tchernouski de présenter sa collection d'art asiatique au public. Comment s'y prend-il, justement, pour présenter cette collection, qui est très importante, on l'a dit? C'est vrai qu'on est, on est vraiment frappé aujourd'hui en regardant la manière dont Tchernouski agit avec rapidité et avec autant d'à-propos et d'efficacité, puisque l'année même où il revient à Paris, en 1873, puisque nous célébrons le 150e anniversaire du retour, voilà, il revient à Paris au début de l'année, et donc à l'automne de la même année, il est en capacité de présenter sur les Champs-Élysées au Palais de l'Industrie, qui occupait à l'époque l'emplacement du Grand et du Petit Palais, il est en mesure de présenter 1500 objets de sa collection au public parisien. Donc il a été extrêmement rapide et il a profité aussi d'un concours de circonstances dans le calendrier tout à fait révélateur de sa manière de voir les choses. C'est qu'il y avait le premier congrès orientaliste, c'est-à-dire que tous les chercheurs qui en Europe travaillaient sur les cultures asiatiques sont réunis à Paris. Et donc, effectivement, cela donne aussi un retentissement intellectuel et scientifique tout à fait particulier à sa collection. Oui, est-ce qu'on peut dire qu'il a commencé dès ce moment-là à faire œuvre d'influence, si je puis dire, sur les artistes européens aussi? Tout à fait, puisque à côté de ces savants, eh bien, il s'intéresse beaucoup au monde des artistes et aussi artisan, on peut dire créateur au sens large, parce qu'il fait savoir par voie de presse que tous sont conviés à venir voir la collection, mais aussi il y a des horaires particuliers qui leur sont réservés pour qu'ils puissent dessiner, bien sûr, mais aussi prendre des empreintes des objets. Il faut imaginer une collection dans laquelle l'objet en 3 dimensions domine, et le fait d'autoriser les artisans à prendre des formes, eh bien, cela est vraiment un avantage tout à fait considérable. Et comme on peut le voir dans l'exposition, il va y avoir des céramistes, des orfèvres qui vont vraiment en tirer un parti extraordinaire. Et il est très intéressant dans l'exposition de voir le travail de l'artiste contemporain confronté à l'œuvre asiatique. Oui, on comprend que vraiment le mot japonisme, cette étiquette qu'on utilise maintenant assez souvent, derrière il y a vraiment une passion profonde, c'est-à-dire que les artistes et les artisans vont vers ces objets avec vraiment le regard aiguisé, et ensuite ils vont ils vont s'en inspirer parfois de manière très directe. C'est aussi ce qu'on voit dans cette exposition, c'est-à-dire qu'il y a parfois des citations très claires. On reprend la forme d'un objet, mais on la transpose dans un matériau différent, avec des couleurs différentes. Et comme ces créateurs travaillent pour de grandes manufactures, comme la manufacture Deck ou bien encore comme Christophe, et bien ensuite, finalement, c'est pas seulement quelques intellectuels ou les avant-gardes qui profitent du japonisme, mais c'est vraiment les intérieurs bourgeois, on peut dire, qui vont être peuplés d'objets ou de formes asiatiques. Oui, vous faites la référence par exemple à une théière qu'on peut voir, une théière Christophe. Oui, il y a plusieurs objets effectivement qui proviennent de Christophe, parce que le chef dessinateur Émile Reber était quelqu'un de tout à fait passionné par l'Asie, et il avait non seulement dessiné en détail la collection de Tchernouski, mais il avait même publié ses dessins avec ses annotations personnelles qui trahissaient ses lectures, son intérêt pour la philosophie asiatique. Donc en même temps qu'il représente des objets, il peut citer Confucius ou Lao Tzu. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que ces artistes vraiment se sont vraiment
pénétré par ces sources asiatiques. Du voyage en Asie, d'Henri Tchernouski est née l'une des premières collections d'art asiatique en Europe, mais aussi le musée qu'il a fait construire pour accueillir sa magnifique collection d'œuvres asiatiques. Dès 1873, il a aussi une idée et une volonté très marquée, c'est celle de construire un musée. Comment a-t-il construit ce musée ? Alors, c'est intéressant de parler du musée en même temps qu'on a parlé de la grande exposition sur les Champs-Élysées, parce que cette exposition, on réalise aujourd'hui que c'était une sorte de laboratoire. Oui. Il avait acheté ces objets un par un en Asie, et ensuite il les avait expédiés vers l'Europe dans des caisses. Ce qui fait que la plupart des objets de la collection l'attendaient en France quand il est arrivé. Donc il a ouvert les caisses et il a pu voir pour la première fois la collection dans son ensemble, seulement lorsqu'il l'a déployée sur les Champs-Élysées au Palais de l'Industrie. Dans le même temps, il avait réussi à acquérir tout près du Parc Monceau, un terrain encore non construit, puisque c'est le moment où toute la plaine Monceau va être construite. Et ce terrain, il est vierge, il va pouvoir justement ériger là un bâtiment spécialement conçu pour ses collections. Oui, un hôtel particulier. On comprend d'ailleurs que dans chaque mur, chaque détail de cet hôtel particulier, même chaque volume, tout cela révèle sa volonté réellement de construire un musée dès l'origine. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui avait été oublié avec le temps, parce qu'on parlait souvent d'un hôtel particulier, magnifique, dans lequel se trouvaient les collections d'Henri Tchernouski, et puis qui ensuite avait été ouverte au public, ce qui finalement correspondait aussi à l'histoire de beaucoup de musées aujourd'hui en France. Et finalement, ce qui est cette exposition, c'est aussi l'intérêt, c'est de se rendre compte que c'est pas exactement ce que Tchernouski a fait en réalité. Il a construit cet hôtel particulier, d'abord pour ses collections, et il se trouve qu'il s'y est aussi installé. Donc c'est un projet beaucoup plus original, certains diraient un peu fou finalement, c'est-à-dire qu'il construit pour les objets, et lui-même finit par se trouver une place, une belle place tout de même, au milieu de ses collections. Et comme vous le disiez, les détails révèlent tout un univers, en particulier intellectuel, mais aussi peuplé de références italiennes. Et donc, par exemple, sur la façade du musée, dès le départ, Tchernouski avait voulu avoir des mosaïques qui représentaient d'un côté Aristote et de l'autre Léonard de Vinci. Donc, la philosophie et les arts. Donc, vraiment, c'est tout à fait naturel d'avoir un musée à cette époque qui est placé sous les auspices des arts et aussi de la philosophie. Et par la suite, on peut voir comment, à l'intérieur, il multiplie donc les références à la fois à la tradition, on pourrait dire à la tradition classique européenne, et il instaure un dialogue avec les arts asiatiques. Et là, c'est tout à fait étonnant. D'ailleurs, un contemporain de l'époque, Edmond Duranty, disait: quand on va chez Henri Tchernouski, on a l'impression de rentrer dans la demeure d'un mandarin grec. Et alors il dit, ça peut vous paraître une boutade, mais et ensuite il décrit longuement, et ça n'est pas du tout une boutade, puisque Tchernouski a véritablement créé une surprise architecturale au cœur du musée Tchernouski, en libérant un espace considérable qui est fait pour accueillir une statue de culte, un Bouddha qui fait 4,50 m de haut, un Bouddha japonais, et il se retrouve là entouré d'éléments qui sont des éléments empruntés au vocabulaire du temple grec. Et donc finalement, ce sont les deux temples qui n'en font qu'un, le temple grec qui est aussi muséon, le musée, et aussi le temple asiatique, tous ces temples que Tchernouski a beaucoup admirés au cours de son voyage en Asie. Personnellement, je suis marquée par l'esprit méthodique de cet homme, au fond. On pourrait dire, il est farfelu, il a créé son musée, il a vécu dedans, mais en fait, pas du tout. Vous avez raison, c'est un homme qui avait un projet très précis. Scientifique. Et scientifique. Oui. Effectivement, lui-même d'ailleurs a consacré la fin de sa vie plutôt à la pensée, à la théorie, qui est dans son domaine, qui était celui de l'économie, plus particulièrement de la monnaie. Et donc il avait aussi cet esprit scientifique et méthodique. Et ce qu'il souhaitait faire... c'était pas seulement une collection de bronze, parce que personne ne l'avait fait avant lui, mais c'était de pouvoir présenter toutes les étapes du développement du bronze en Asie. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il a réussi à le faire, puisque nous trouvons aujourd'hui dans sa collection des objets qui datent du 2e millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'aux objets les plus contemporains pour l'époque de Tchernouski, 18e, 19e siècle. Et
effectivement, il voulait que l'on puisse aussi faire l'histoire de la technologie de ce matériau. On peut imaginer évidemment que pour un homme de la révolution industrielle, c'était quelque chose de tout à fait important. Et ça allait rester par la suite, puisque au XXe siècle, tous les archéologues qui ont travaillé sur ces domaines jusqu'à aujourd'hui se sont beaucoup appuyés sur cette collection de références. Et lorsqu'il annonce le legs de son musée à la ville de Paris, il le fait avec des mots d'une très grande sobriété. J'ai été personnellement marquée par cette sobriété. On va le partager avec nos auditeurs. Il écrit « J'ai amené tous ces bronzes à Paris et je les ai fait enchâsser dans une maison de l'avenue Vélasquez, construite exprès. Voilà ce que je donne à la ville. » Quelle sobriété et pourtant quel travail accompli. Oui, c'est très étonnant, effectivement, de voir comment en 1882, à l'occasion d'un grand banquet qui réunit justement tout le monde des arts et des lettres français, mais aussi britannique, eh bien, Tchernouski fait cette annonce. Donc, effectivement, il est d'une parfaite sobriété. Oui. Il rappelle en peu de mots son voyage, le Japon, la Chine, et ensuite, comme vous l'avez dit, ces quelques phrases. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'utilisation du verbe « enchasser ». Oui. Puisque, évidemment, ça n'est pas un terme qui est employé par hasard. À la fois, la chasse peut renvoyer à l'univers religieux. Hein. Ce sont des reliques culturelles qu'il entend embellir en les mettant à l'intérieur de cette chasse. Et puis aussi, évidemment, il y a aussi l'utilisation du terme « en joaillerie », où, évidemment, enchasser, c'est aussi faire quelque chose qui est absolument adapté, mieux encore qu'un écrin, c'est quelque chose qui est fait pour quelque chose. Donc, et d'une certaine manière, on dit voilà, le musée est fait pour la collection comme la collection est faite pour le musée, et il entend les rendre insécables. Cette histoire, au fond, c'est celle de la naissance d'un musée fondateur qui a été l'œuvre d'un homme tout à fait novateur et singulier aussi. Voilà, le musée est novateur, mais il a tout de même fait école, oui. Puisqu'on s'aperçoit qu'après qu'il ait créé ce musée en 1874, eh bien, les projets similaires vont s'enchaîner, en particulier avec celui d'Émile Guimet, puisque Émile Guimet va partir lui aussi pour le Japon en 1876, et à la fin des années 1870, il va aussi ouvrir un musée d'abord à Lyon, et puis ensuite il y aura bien sûr l'aventure du musée Guimet à Paris. Donc on voit que Tchernouski, qui était un Français qui avait souhaité être français, finalement, il a aussi fait école dans notre pays. L'exposition Retour d'Asie est ouverte au public depuis le 6 octobre et elle le sera jusqu'au 4 février 2024. Une recommandation particulière de votre part avant de clore cet entretien ? Alors surtout, oui, si on va voir l'exposition au musée Tchernouski, il ne faut pas oublier de monter au premier étage pour voir le grand Bouddha de Meguro, qui est depuis quelques semaines seulement entouré d'une sculpture absolument incroyable, puisqu'il s'agit de dragons japonais qui font 12 mètres de long. Ils étaient positionnés dans cette salle au temps de Tchernouski, et puis ils avaient été ensuite mis en réserve dans les années 1930, et on peut les redécouvrir à leur emplacement original pour la première fois donc depuis cet été. Un grand merci Éric Lefebvre. Merci beaucoup. Bonne journée.